Bonjour Arnaud, bienvenue du coup. Merci à toi de nous offrir ce qu'il y a de plus précieux, à savoir ton temps sur une thématique qui est le coaching des organisations. Je te tends le micro pour que tu puisses te présenter rapidement de la façon dont tu as envie. Et ensuite, on commencera à rentrer dans le vif du sujet. Je t'en prie. Écoute, merci de ton invitation. Donc, si je dois me présenter, je m'appelle Arnaud Tonnelet, j'ai 57 ans, j'ai une petite trentaine d'années, une grosse trentaine d'années dans les métiers de l'accompagnement, 15 ans de consulting et puis maintenant 17-18 ans de coaching. Et donc, dans ces trois facettes, le coaching individuel, donc ça, tout le monde à peu près. Le coaching d'équipe qui consiste à accompagner des collectifs sur une durée relativement longue, donc ça peut être 9 mois, 12 mois, 18 mois, pour aller chercher le collectif de cette équipe-là. Et puis une troisième facette du coaching, qui est le coaching d'organisation, c'est-à-dire le métier de la transformation d'entreprise, entreprise ou organisation, mais pas avec les outils du consulting, qui est généralement le savoir-faire qui est mobilisé par les entreprises pour les aider à cet endroit, mais avec les savoir-faire et la posture du coach. Voilà, donc coach dans ces trois dimensions individuelles et puis d'équipe et d'organisation. Et puis accessoirement, j'ai écrit quelques livres sur tous ces sujets-là. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Euh, du coup, Arnaud, pour entrer dans le vif du sujet, tu as parlé de transformation en ce qui concernait le coaching d'organisation. Est-ce que, selon toi, c'est l'unique but de cette modalité d'accompagnement ou pas forcément? Tu parles du coaching d'organisation, tu veux Ouais. dire? Alors, je ne parle encore une fois, j'y insiste parce que le coaching étant un métier en émergence qui a quelques décennies à peine, il peut y avoir beaucoup de représentations et beaucoup de définitions. Donc, je vais juste parler de la mienne, hein, et donc évidemment d'autres intervenants pourraient dire autre chose. Mais le coaching d'organisation, pour moi, oui, c'est d'accompagner une entreprise ou une organisation. Ça peut être un hôpital, une équipe, n'importe quoi. Dès qu'on est un peu nombreux, en quelque sorte. En ce moment, je accompagne une association, par exemple, tu vois, à se transformer. Voilà. Donc se transformer, bien que sous ce terme très large, il peut y avoir mille choses. Ça peut être une transformation parce que l'organisation elle est dans une impasse, parce que son plan se déploie pas, parce que elle souhaite transformer sa culture, parce qu'elle souhaite transformer son organisation, son style de management. En fait, le sujet de la transformation va être relativement, indifférent. Pour une Ok. raison simple, c'est que je ne rentre pas dans ce sujet. Je vais rentrer dans les modalités du sujet. C'est-à-dire que je vais pas regarder tellement le quoi, je vais Mhm. surtout regarder le comment. Et donc, je vais regarder comment l'entreprise s'y prend, comment le dirigeant s'y prend, comment l'équipe de direction s'y prend, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça coince un peu. Voilà. Hmm. Pourquoi je dis que ça coince? Parce que d'abord, la plupart des clients m'appellent quand ça coince, et que quand ça coince pas, on n'appelle pas un prestataire. Voilà. Génial. Et c'est très bien, et heureusement. Mais de temps en temps, je dirais, c'est comme dans sa vie perso. On mène sa vie perso, tout va bien, mais il y a des moments de sa vie où on patine un peu. Et on a des angles morts, hein, comme dans les camions. Sauf que les camions, ils indiquent leurs angles morts, donc on les voit. Mais chez nous, nos angles morts, par définition, on les voit pas. Donc l'intérêt d'avoir quelqu'un à côté, c'est que il dit, tiens, là, il y a un angle mort. Ça peut être intéressant d'aller voir à cet endroit. Ah oui, j'avais pas vu. Ok. Et donc, cette posture-là, on peut l'appliquer quelle que soit la taille du système accompagné, que ce système ce soit une personne, que ce soit un codir ou une équipe, ou que ce soit une organisation. C'est la même chose. Donc, je peux accompagner aussi bien une entreprise qui a des difficultés de supply chain qu'une autre qui a des difficultés à transformer sa culture économique, ou une troisième qui est dans une impasse parce que son modèle stratégique a du mal à évoluer. Voilà, je vais utiliser les mêmes façons de faire. Ça repose quand même toujours sur la croyance, qui est une croyance, je crois, à l'opposé de celle du consulting. La croyance fondamentale du coach, c'est que le client a les ressources. Simplement Hmm. pour une raison X ou Y, qu'il sera utile ou pas d'investiguer, mais pour une raison X ou Y, le client, temporairement, a perdu accès à ses ressources. Je dis bien temporairement.
parce qu'il est stressé, parce que il a la pression de son environnement, parce que son marché s'effondre. Bref, il y a 1000 raisons pour lesquelles, à un moment donné, là où d'habitude le client y arrive tout seul, là, à cet instant précis, il n'y arrive pas. Il patine, il tourne en rond, un peu comme un lion en cage, ou la souris dans sa roue, et puis qu'est-ce que fait la souris? Elle se dit, il faut que j'accélère, donc elle accélère, sauf que quelqu'un qui est à l'extérieur dit, tu peux accélérer ma petite souris, mais tu n'avances pas. Voilà. Et donc, c'est pas que le coach est plus intelligent, c'est juste qu'il est pas au même endroit. Voilà. Il est à l'extérieur et il voit des choses que le client ne voit pas. Et c'est ça qui est intéressant. C'est justement d'aller chercher ces angles morts. Moi, j'utilise parfois une petite métaphore dans la formation que j'anime sur le coaching d'organisation, qui est la métaphore que j'appelle le syndrome du lampadaire. L'histoire du monsieur qui cherche ses clés la nuit. Il cherche, et puis il les trouve pas, puis quelqu'un s'approche, il l'aide à trouver ses clés, puis monsieur il dit, mais je comprends pas, vous êtes sûr que vous êtes là, que c'est là que vous avez perdu vos clés? Et le monsieur il dit, non, mais il y a que là que c'est éclairé. Donc, moi, je pars du principe que si les clés, qui sont bien sûr la métaphore du succès, les clés du succès, si les clés sont à l'endroit où le client cherche, il va pas nous appeler. C'est-à-dire qu'il réussit à opérer ce qu'il veut opérer. Mais s'il cherche et qu'il ne les trouve pas, je pars du principe que les clés sont ailleurs. Donc, la valeur ajoutée, ça va être d'aller chercher ailleurs les clés de succès. Et donc, cette technique-là, je l'applique aussi bien pour un client individuel, pour une équipe, que pour une organisation. Ok. Donc, si je comprends bien, c'est la même modalité que tu mets en place. Oui. Ce qui change avec le coaching d'organisation, c'est qu'il y a un plus grand nombre de personnes. La question que je me pose, c'est est-ce que un coaching d'organisation, par exemple, ça revient à accompagner le DG, le CODIR, plus 1, 2, 3 équipes, qui va être concerné, ou juste il va y avoir une sélection des acteurs, à savoir les personnes qui peuvent être concernées par le problème et ou sa résolution? Alors là, de nouveau, je te ferai une réponse. Il peut y en avoir plusieurs. Super. Donc je te fais ma réponse, mais voilà, encore une fois, d'autres intervenants peuvent dire autre chose. Ma réponse, c'est quoi? C'est que pour répondre à ta question, en fait, c'est difficile d'y répondre parce qu'il n'y a pas une modalité unique. C'est comme si tu disais tu demandais à un médecin, mais au fond, quand un patient vient vous voir, vous lui donnez quoi? Vous lui donnez de l'aspirine, vous lui donnez du baume du tigre, vous lui donnez vous lui donnez un traitement de choc. Le médecin va vous dire, ça dépend. Voilà. Donc je répondrai, ça dépend. Ça dépend de ce qu'il y a à traiter. En revanche, ce que je crois et ce qui est assez systématique, c'est que quand on accompagne une organisation, on accompagne. Et là aussi, c'est très personnel. Il peut y avoir des désaccords dans la profession, mais il faut accompagner le dirigeant ou dirigeante, bien sûr. Je le mets au masculin, mais c'est le neutre qui l'emporte. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si je prends ma métaphore du lampadaire, les croyances du dirigeant sur son problème à traiter sont fondamentales. Je pars du principe que le client ne voit pas son sujet de la bonne façon. S'il le voyait de la bonne façon, il ne m'aurait pas appelé. Il aurait réussi à résoudre son problème tout seul, parce que je suppose que c'est pas de gaieté de cœur qui va dépenser plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros, et que s'il le fait, c'est qu'à un moment donné, il tourne un peu en rond, tu vois. Complètement. Donc, accompagner le dirigeant, oui, ça consiste souvent à accompagner l'équipe de direction aussi, mais par rapport au sujet de la transformation. Et c'est en cela que coaching d'organisation et coaching d'équipe diffèrent. C'est que le sujet du coaching d'équipe, c'est l'équipe. Le sujet du coaching d'organisation, c'est la transformation. Il pourra, à un moment donné, être pertinent d'accompagner l'équipe de direction parce que peut-être qu'elle tourne pas bien, cette équipe de direction. Peut-être que le collectif n'est pas là, peut-être qu'il décide. Si je reprends l'exemple de l'association dont je parle en ce moment, c'est le cas. Leur collectif ne marche pas. Ils n'arrivent pas à prendre de décision, ils tournent en rond, il y a des départs, et donc
l'association a du mal à vivre sa croissance. Donc, il va falloir à un moment donné adresser la question du collectif. Et c'est là que du coaching d'équipe pourrait être mobilisé. Mais le sujet sur lequel j'ai été appelé, à l'origine, n'est pas le fonctionnement de l'équipe. C'est la transformation de l'association. Donc, c'est les mêmes outils, c'est la même posture, mais appliqués à des objets différents. Le coaching individuel, le sujet du coaching individuel, c'est la personne. Le sujet du coaching d'équipe, c'est l'équipe. Le sujet du coaching d'organisation, c'est la transformation. Mais ça reste les mêmes outils. Comme un bricoleur, il a toujours dans sa trousse à outils un tournevis, un marteau, une scie. Mais en fonction des choses qu'il va devoir faire, il va utiliser plutôt l'un, plutôt l'autre. Mais c'est toujours les mêmes outils. Je comprends bien cette notion des outils qui sont transposables. Pour moi, on va dire, pour moi c'est clair. Le côté individuel c'est l'individu, équipe c'est l'équipe. Ça me parle bien quand tu dis que le coaching d'organisation on accompagne entre guillemets la transformation de l'entreprise. Et moi là où j'avais un petit peu une zone, on va dire de flou et de flottement, c'était ok, mais on va pas accompagner 100% des salariés de l'entreprise. Du coup, ça revient, comme tu préfères, si on peut partir sur un exemple vécu concret que tu nous souhaites nous partager, peut-être un ancien anonymisé, si tu es d'accord, ou alors, non, je pense que ce sera bien, ouais, si tu veux bien. Oui, alors des exemples, il y en a. J'ai un client qui m'appelle, qui me dit j'ai un problème d'organisation et donc je voudrais que vous fassiez un audit d'organisation. Bien. Okay. Moi, je rappelle méthodologiquement et en termes de posture que je ne m'intéresse pas au problème que le client m'apporte. Je m'intéresse à la façon dont le client regarde son problème. Ok. D'accord ? Là aussi, quand dans ma formation, je dis parfois, j'utilise la petite blague qui est à quoi on reconnaît un coach ou un psychologue dans un spectacle de cabaret. C'est le seul qui regarde les spectateurs. Voilà. Donc, je regarde pas la scène. Je regarde les spectateurs regardant la scène. Et donc, regardant mon client, je me dis, qu'est-ce qui fait que ce client n'arrive pas à résoudre son problème d'organisation? Je vais partir du principe qu'il le formule mal. Mais ça reste un postulat. Je n'en sais rien, en fait. Donc, je vais écouter mon client me raconter son histoire d'organisation avec, dans l'idée, que sans doute les clés sont à chercher ailleurs. Et de fil en aiguille, j'ai fait un certain nombre d'entretiens dans cette entreprise. Et puis à la fin, en gros, je le fais très vite, hein, ça a duré 6 mois, mais en gros, je suis revenu en disant oui, il y a des problèmes d'organisation, mais ce sont des symptômes. La cause, c'est que vous n'arrivez pas à prendre de décisions et que quand vous les prenez, elles sont pas bonnes. Au sens que vous laissez passer des trucs énormes en termes d'organisation. Normalement, dans un collectif qui devrait bien fonctionner, il devrait y avoir quelqu'un qui lève le doigt en disant « Je pense qu'on est en train de faire une connerie ». Et là, personne lève le doigt. Et en fait, moi, c'est ça qui m'inquiète. Ok. Et comme personne lève le doigt, on laisse passer des trucs énormes, par exemple des jeunes managers à qui on file des équipes de 20 personnes, par exemple une seule entité qui comprend la moitié des effectifs de l'entreprise, etc., etc., etc. Mais là où le client, sa vision originelle, c'est la cause de mes soucis, c'est des problèmes d'organisation, je reviens en disant les problèmes d'organisation sont un symptôme et non pas une cause. La vraie cause, c'est qu'en fait, vous avez un processus de décision défaillant. Alors, je le fais très vite. Oui. Ça prend beaucoup plus de temps d'arriver à ça. Pour une raison simple, c'est que le client n'a pas du tout envie de changer de croyance. Pas du tout. Et qu'au fond,
Notre principal savoir-faire, ça va pas être de dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire où sont les clés, mais ça va être de prendre un chemin suffisamment long et lent pour que très doucement, le client arrive tout seul à comprendre ça. Oui. Dans mon jargon, je dis qu'il faut pas générer d'homéostasie, l'homéostasie étant le nom un peu pédant de la résistance au changement. D'accord? Et c'est Ouais. là qu'on est vraiment dans notre posture de coach, c'est qu'on travaille sur un matériau qui est un matériau sensible, c'est ce que les clients croient sur les problèmes qu'ils ont à traiter. Ils Mm. disent, ils sollicitent jamais un coach en disant, Monsieur le coach, venez challenger mes croyances. Ça n'arrive jamais. Ils disent, Monsieur le coach, j'ai un caillou dans la chaussure. C'est de la culture, c'est de la stratégie, c'est de la performance économique, c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire quelque chose qui m'empêche de dormir. Venez m'aider à résoudre ce caillou dans la chaussure. Voilà. Mais le coach sait que quelque part, il va falloir qu'il traite la façon dont le client regarde son problème. Moi, je rebondis. Moi, ce que j'entends, du coup, c'est vraiment du coup, le client arrive avec une demande qui porte sur l'organisation et le premier job du coach d'organisation, ça va être d'identifier, de diagnostiquer, de quel est le Oui, symptôme, de quelle est la cause racine. oui, Et ensuite, une fois que la cause racine est identifiée, c'est trouver un chemin qui oui, soit compatible avec le client pour ne pas bousculer oui, son système de croyance. exactement. Tu as tout compris. Et C'est ce- exactement ça. je dirais que tu expliques bien, mais ce n'est que ma vision du monde, hein. Mais C'est exactement ça parce qu'en fait, il n'y a rien de plus puissant. Et ça, c'est vraiment au cœur du métier de coach, hein. Il n'y a rien de plus puissant qu'une personne qui découvre par elle-même une autre façon de voir les choses. En coaching, tu sais bien que ça s'appelle du recadrage. hum, C'est-à-dire apporter, et ça évidemment, pour moi, c'est un des outils les plus puissants du coaching, hein, c'est le recadrage, c'est-à-dire d'amener le client très doucement à regarder son problème différemment et de se dire, mais en fait, je me suis complètement gouré. C'est pas ça qu'il faut faire. Quand tu arrives à ça, le client, hum, il a bougé, il va chercher ses clés ailleurs, et comme par hasard, en cherchant ses clés ailleurs, il les trouve. hum. Et je Tu vais vois? rebondir. Moi, je partage mon opinion qui, pareil, n'engage que moi, hein. Mais ça, je trouve que c'est toute la difficulté et la beauté du métier, que d'arriver à comprendre ce qui se joue et en même temps d'avancer à la vitesse du client. Ah bah, de toute façon, de mon point de vue, il n'y a pas tellement de choix. C'est-à-dire, c'est même pas une option. Alors là, c'est de nouveau un gros écart avec le métier de consulting. Ouais. C'est que le métier de consulting, mais c'est pas, il faut bien me comprendre. C'est pas du tout un reproche ou une critique, absolument pas. Simplement, c'est que quand on achète du consulting, c'est justement pour un peu bousculer les choses. Mm. Est-ce que est-ce qu'il faut bousculer ou pas? Ça, je n'en sais rien. Mais un client qui achète du consulting, c'est très souvent pour mettez-moi un petit coup de pied dans la fourmilière là, ça Mm. ronronne. Mm. Ok. La question qui va se poser, c'est comment la fourmilière va réagir. Soit elle te grimpe sur le pied, la jambe et elle te bouffe, soit tu as détruit la fourmilière. Bon. Donc, en gros, soit la fourmilière elle est plus forte que le dirigeant, soit le dirigeant est plus fort. Mais dans tous les cas, c'est une façon de faire qui est assez coûteuse, humainement parlant. Je parle même pas du budget. C'est une façon d'intervenir qui est assez coûteuse. Le mode opératoire du coaching n'est pas là-dessus. Il est Mm. plutôt sur, on va pas abîmer le système humain. On va en Mm. prendre soin avec la croyance que si le système humain retrouve la voie de sa propre puissance, il va pouvoir aller très vite. Mais il le fera, de mon point de vue, avec une écologie personnelle et une écologie relationnelle qui est complètement différente. Oui, Il j'entends. n'aura pas été bousculé, il aura changé sans avoir été bousculé, sachant que je pense qu'un système humain qui bouge peut aller très très vite derrière. Mm. Donc notre travail, de mon point de vue, c'est de permettre au client de retoucher sa puissance. C'est pas à nous de lui apporter de l'extérieur, de dire, tu vois, c'est de l'amener à voir son problème différemment
de façon suffisante, à un rythme qui soit en adéquation avec ce qu'il est capable de supporter. Donc de temps en temps, ça va très vite. Hein. C'est-à-dire, il faut pas se dire que c'est lent, non. C'est au rythme du client. Et de temps en temps, le client bouge très très vite. C'est souvent ce que je constate. Hein. On a affaire à des clients qui sont brillants, intelligents. Et donc quand ils retouchent ça, ils disent putain, il y a un côté eureka. J'ai enfin compris pourquoi depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mon truc il coince. J'ai enfin compris que pour défaire mon lacet, je tirais dessus, alors que peut-être si j'essayais le contraire, qui est voir et défaire lentement le nœud, plutôt que de tirer dessus comme un damné, eh ben je vais réussir à lever ma chaussure. Le but est le même. Dans les deux cas, c'est d'enlever ma chaussure. Mais on voit que tirer sur le nœud ou le défaire doucement, c'est pas le même mode opératoire. Ouais. Ça me parle bien cette image de chaussure. Petite question qui m'est venue en t'écoutant, Arnaud, c'est est-ce que, alors, je pose une question de néophyte, hein, mais est-ce que tous ces entretiens pour comprendre quelle est la cause racine du problème, c'est quelque chose, entre guillemets, qui se vend, ou est-ce que ça fait partie d'une phase de diagnostic, on va dire, gratuit, avant potentiellement d'accompagner l'organisation? Ah, moi, alors là, il faut que je sois très clair. Hein. Chez moi, il n'y a rien de gratuit. Hein. Ok. Peut-être le premier bonjour. Mais Et encore? Non. Non, mais Non, je rigole, je rigole. non, je fais ce métier bien sûr parce que je l'aime, mais il faut être honnête, c'est aussi parce que j'ai besoin de gagner ma vie. Donc non, il n'y a rien de gratuit. Non, non. Tout ça se paye. Et puis si le client il trouve que c'est trop cher, moi je dis souvent à mes clients, vous savez, il y a 1000 prestataires possibles, donc surtout n'hésitez pas à en changer. Moi j'ai pas de problème par rapport à ça. Je peux comprendre qu'un client, mon dernier client, j'ai pas énormément l'habitude de travailler ni pour le secteur public ni pour les associations pour des raisons souvent de coût. Parce que c'est des secteurs et la question vient très vite dans mon entretien. Je dis vous savez, peut-être que ça risque d'être un peu cher pour vous. Donc je pose ça tout de suite là pour pas que vous perdiez trop votre temps. Si vous me dites j'ai 3 francs 6 sous et que moi je ne peux supporter qu'un taux journalier de temps, je dis bah écoutez, je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci, mais on fera pas affaire. Voilà, parce que moi mon taux journalier c'est pas celui-là, c'est un autre. Et si vous voulez qu'on travaille ensemble, j'en serais ravi, mais non, c'est pas gratuit. Hmm. Je pose ces questions en tant que néophyte parce que je peux voir enfin, dans les coachs avec qui j'interagis ou que je supervise, beaucoup de questionnements par rapport à leur posture ou est-ce que j'accepte de potentiellement perdre ce client ou est-ce que je baisse mon taux pour entre guillemets gagner le contrat. Donc voilà, moi je suis assez, enfin j'apprécie en tout cas de travailler avec les problématiques de conflit d'intérêts et je pense que c'est aidant en termes de posture. Et puis j'aime bien la tienne en tout cas, qui est de dire bah, dans tous les cas le client est gagnant. S'il peut pas payer, c'est qu'il y aura sans doute un autre prestataire qui pourra l'aider à la hauteur de ses moyens et du coup ça déconstruit la croyance que c'est forcément grâce à toi que le client aura son entreprise sauvée. Donc c'est très Moi, très je vais bien. te dire, sur cette question du coût, elle est importante. Elle est importante. Mais d'abord, souvent, elle est plus présente chez les coachs que chez les consultants. C'est-à-dire que les Mmh, consultants sont beaucoup plus à l'aise pour parler d'argent que les coachs. Il y a mmh, souvent des pudeurs, je trouve pas très bien placées, voilà, chez les coachs, de mmh. dire, oh là là, je suis cher. Bah oui, oui, vous êtes cher, mais oui, c'est quoi le problème? Quand les clients disent, c'est cher, je dis, oui, c'est cher, oui. Simplement, comme dans mon questionnement d'origine, j'ai déjà récolté le coût de ce que faisait le client, soit dans ce qu'il fait, soit dans ce qu'il ne fait pas. Je sais déjà que l'intervention que je vais lui proposer sera 3, 5, 10 fois moins chère Que s'il ne fait rien. que s'il ne fait rien. Donc c'est pour ça que moi ça fait très très longtemps que j'ai évacué la question du coût. De mon point de vue, la question du coût n'en est pas une. Oui, c'est cher, mais c'est
parfois, tu vas trouver l'analogie un peu étrange, mais Vas-y. les gens disent non, je vais pas en thérapie parce que ça coûte cher. Bon, ok. Ça coûte combien vos impasses relationnelles depuis 10 ans que vous les vivez? Ça vous a coûté un mariage, ça vous a coûté des fâcheries avec votre entourage, ça vous a, etc., etc. Voilà. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, je ne dis pas que je dis ça pour que le client achète. Je dis, Mhm. c'est de nouveau une technique de recadrage. Oui. Tu vois, c'est C'est quand les intéressant. gens disent, je ne sais pas, oh, un livre, c'est de 20 euros, c'est cher. Ok. Vous me rappelez combien coûte votre abonnement téléphonique? 50 euros par mois. Ok. Ben, après, c'est votre choix. Question de priorité. D'acheter un livre et de te cultiver ou de regarder des niaiseries sur Netflix. Mm. Et tout est bien. Je veux dire, Pas de chacun fait. jugement. Ouais. Mais une intervention que je vais vendre, je ne sais pas, 20, 30, 40 KE, oui, mais vous avez perdu combien d'argent depuis 2 ans vous me Vous racontez votre procrastinez ou. Ouais. choix? Eh ben, on a perdu temps, on a perdu temps, on a perdu du monde, il y a des budgets qu'on a ratés, il y a des clients qu'on a ratés. Ok, donc on est d'accord que ça vous a coûté au moins 10 fois plus cher. Au moins. Comme voilà, comme quand tu vas chez le médecin, bah oui, ça te coûte un peu. Quand tu vas consulter un thérapeute, oui, ça te coûte un peu. Mais combien ça te coûte De ne de pas ne le pas le consulter. faire? Mm. Donc après, on peut discuter du taux journalier, très bien. Mais ça, c'est à chacun je dirais, de De se régler ça en son âme, positionner. de Mm. positionner, de le traiter en supervision, ou de le traiter Mm. avec son chat, Mm. ou avec qui il veut. Tout est bon. Mais Mais. les consultants, enfin moi j'ai travaillé de nombreuses années en cabinet, les consultants te disent, bah écoutez, cette intervention, ce sera 150 000 euros. Mm. Ok, voilà. Oui, non mais ça me parle beaucoup, tu vois, ton historique de consultant. Alors, j'ai fait du conseil, mais pas longtemps, moins d'un an. Mais effectivement, je me reconnais dans ce que tu dis, où le prix n'est pas un problème, quoi. Enfin, moi, je me rappelle, enfin, dans la boîte On de conseil où discute, j'étais, on voilà, discute, enfin, mais oui, quand quelqu'un dit c'est cher, oui. Souvent il me dit c'est cher en espérant que je vais m'aplatir, en dire oh là là, mais alors, bah, je dis oui. C'est comme si je dis mais quand tu vas chez ton garagiste, tu dis c'est cher. Oui, oui c'est cher, c'est sûr. Mais qu'est-ce que c'est quoi l'alternative? T'emmènes pas ta voiture? c'est Bah ça. non, je préfère emmener ma voiture, qui soit bien entretenue, comme ça j'ai un sentiment de sécurité. Et comme dans ma voiture il y a un truc auquel je tiens qui est ma vie, Accessoirement. bah, voilà, voilà. Donc Mm. oui, je suis désolé, il y a rien de gratuit. Ça s'appelle du bénévolat. Et si vous voulez du bénévolat, c'est tout à fait possible. Il y Mm. a coachs qui font du bénévolat, il y a des consultants qui font du bénévolat. Donc c'est pas du tout Impossible. impossible. Je note et je vais rebondir avec une autre question, pareil en lien avec le potentiel conflit d'intérêts, mais j'adore ta façon dont tu l'abordes avec les recadrages. C'est, est-ce que dans un coaching d'organisation, tu interviens seul, à plusieurs? Comment tu as coutume de procéder? Alors moi, j'interviens plutôt seul. Et là aussi, les pratiques sont très différentes. J'interviens plutôt seul parce que c'est mon mode opératoire, voilà. Ça peut m'arriver. Moi, j'ai monté une structure avec une collègue qui s'appelle Corinne de Rive, donc on est deux, donc ça peut nous arriver d'intervenir à deux. Et puis, si vraiment on a besoin de bras, on peut faire appel à des prestataires externes ou à des gens du réseau avec lesquels on travaille. Mais la plupart du temps, j'interviens seul parce que je n'interviens pas sur tous les sujets. Je suis plutôt positionné en amont, c'est-à-dire moi, je crois que quand le client, on a réussi à recadrer la vision qu'il a de son sujet, après on bascule dans une étape 2, qui est, il y a peut-être un certain nombre de chantiers à mener sur, je ne sais pas, de revoir les processus, de revoir les modes opératoires. Donc on bascule plutôt dans un mode consulting, et ça, le mode consulting, il peut être fait par n'importe. Moi, je peux prendre en charge certaines choses, mais on sera plus tout à fait en mode coaching d'organisation, parce qu'on sera plus en mode faire. Je Alors comprends. que, alors que la phase amont, elle a plutôt été dans un mode, au fond, Diagnostic. c'est quoi le problème à régler?
Ouais. Tu connais Eric Berne dans l'introduction d'un de ses livres racontait la petite histoire du Le plombier, mécanicien. voilà. Bon bah en fait, l'intervention c'est pas de donner le coup de marteau, c'est de C'est de savoir savoir où le où. donner. Voilà. Donc souvent quand les clients j'ai eu cette discussion il y a pas longtemps avec une coach qui voulait qu'on travaille ensemble pour accompagner un groupement scolaire, je crois. Elle me dit mais c'est cher pour 2 séminaires et 15 entretiens. Et je dis oui, ça tombe bien, c'est pas ça qu'on vend, tu vois. Ouais, 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 Elle on n'a dit, pas du temps. je dis on vend même pas des séminaires. On vend le fait que à l'issue de l'intervention, le client va retrouver le sommeil et va arrêter les tentatives de solutions inefficaces dans lesquelles il patauge depuis 2 ans, qui Mm, lui ont coûté beaucoup plus que 2 séminaires et 10 entretiens. C'est mm, ça qu'on mm, lui vend. On lui vend de se remettre en dynamique pour arrêter de perdre du temps sur des problèmes qu'il n'arrive pas à résoudre. Tu mm, vois. mm, mm. Donc on lui vend pas du tout de séminaires et des entretiens. Ça Ouais. c'est comme si tu disais à un maçon, il te vend des moellons. Non, t'achètes une maison. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Non, ouais, ça fait complètement sens. Parce que moi, Un boulanger, tu te dis, bah, tiens, je te vends de la farine. Non, moi, je viens ouais. chercher du pain, quoi. Je viens chercher du pain et je viens d'abord chercher quelque chose qui va être mon petit déjeuner, c'est-à-dire un moment agréable. Voilà, c'est ça que je vends. Je Mm. vends pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si on se dit, et c'est pour ça qu'il faut sortir de ce débat, qui est, ah oui, mais pour un séminaire, 2 séminaires, 3 séminaires, c'est cher. Ben oui, c'est pas ça que je vends. Je vous vends un résultat. Donc Mm. on bascule dans un autre débat qui n'est pas tranché, qui fait débat dans la profession, qui est Mhm. est-ce que on est tenu à une obligation de moyens ou à une obligation de résultat? Moi, mon opinion est faite. Un client, il va pas mettre quelques dizaines de milliers d'euros juste pour une obligation de moyens. Ah, c'est intéressant ça. Ok. Donc ça veut dire que moi, je vends du résultat. Ok. Mais si tu vends une promesse élevée, il faut que tu te dotes des savoir-faire en conséquence. Mm. Tu peux pas juste dire, ah, moi je vends du résultat, et puis en fait, tu vois, tout va ensemble. C'est quels Mm, sont les outils que j'utilise, quelle est la posture que j'utilise, quels sont les savoir-faire que je mobilise, parce que derrière, je vends une promesse élevée. C'est cette promesse élevée qui me permet de vendre à à ce taux horaire là. à un prix que j'estime raisonnable et satisfaisant pour moi. Tout marche Mm. ensemble. Oui, non, mais Si tu dis, bah oui, c'est cher pour 2 séminaires, bah, si tu vends du séminaire, on va tirer les prix, parce qu'on va dire, bah 2 séminaires c'est 3 jours, 3 jours c'est tant. Et non, c'est pas ça que je crois qu'on s'est pas bien compris. Tu vois. ouais, ouais. Non, mais j'aime beaucoup le paramètre que tu rajoutes, pour moi en tout cas, et que tu questionnes, c'est l'obligation de moyen, l'obligation de résultat. Parce que peut-être, je fais une hypothèse, j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'évoque cette réflexion, ce que tu dis, que le fait qu'on considère que le coach est une obligation de moyens, justement, c'est ce qui ouvre la porte potentiellement à tirer les prix vers le bas et à ne pas oser se positionner comme un consultant pourrait le faire, là où il vend autre chose. Donc je trouve cette approche très très intéressante. Ok. Et Oui. mais encore une fois, c'est en débat. Tout le monde n'est pas Ouais. d'accord sur cette position. Donc c'est Ben, pour ça que voilà. moi, j'adore cet auteur, Moni El-Kaïm. Bon, je suis un grand lecteur, mais il dit mon travail est arbitraire et ne prétend pas à la vérité. Donc, voilà. Je pense que les gens qui nous écoutent et qui nous écouteront le sauront. Voilà. En tout cas, tu prêches un convaincu. Euh, Est-ce que selon toi, il y a des pièges à éviter quand on fait un coaching d'organisation, dans lesquels il faudrait éviter de tomber et que dans ton expérience, tu vois se dessiner? Alors, oui, il y a des pièges, mais d'abord, il y a des pièges qui n'appartiennent pas au coaching d'organisation, qui appartiennent au coaching en général. Euh, qui est globalement la posture de l'intervenant, voilà, ce que j'appelle une posture de toute puissance. Donc ça, dire, on peut pas tout. Voilà. Il y a des moments où ben on est dans des impasses. Donc ça, il faut le travailler, mais il faut le travailler en supervision, il faut le travailler en thérapie, partout où tu veux. Bon,
Mais ça, c'est pas propre au coaching d'organisation. S'il y avait un piège du coaching d'organisation, ce serait de tomber dans le piège que le client nous tend, qui est regarder la même chose que moi. Je vous montre ce que je vais appeler le problème officiel. Je vous montre mon problème. Et donc, vous allez regarder la même chose. Évidemment, si on regarde la même chose, on va au même endroit, on va chercher nos clés sous le même lampadaire et on est dans une impasse. Bon. Mais ça, on peut pas le dire au client. On va pas lui dire, écoutez, je pense que vous regardez mal votre problème. Pourquoi? Parce que l'homéostasie va se déclencher. D'accord? Donc, on ne le dit pas. On n'en pense pas moins. Mais il y a un vrai travail de se dire, et encore une fois, je ne regarde pas la scène du cabaret. Je regarde le spectateur regardant la scène. C'est qu'est-ce que le client est en train de me raconter de ses croyances? Ben, il me raconte que, par exemple, je ne sais pas, on peut monter des équipes de 20 personnes. Admettons. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Ok. Alors, c'est pas de bol, moi je crois qu'on peut pas. Mise en perspective. Je crois qu'une équipe, c'est 7-8 personnes. Au-delà, on a des effets, on a trop d'interactions et ça monte à un niveau de complexité qui est ingérable par tout le monde. Bon. Moi, j'ai donc une croyance différente. Ok. Je l'apporte à mon client en disant, chef, je pense que tes équipes, elles sont trop nombreuses. Je pense que, pourquoi il croirait plus Todelay que Tartampion? Non, je pense qu'il va pas. Lui, il a la conviction qu'à 20, ça peut fonctionner. Donc, encore une fois, il va falloir trouver, et c'est ça, au fond, notre métier, c'est trouver le mode opératoire et le chemin qui va faire que, progressivement, il va se dire, putain, 20, waouh, c'est compliqué quand même. Bah, écoute, si c'est toi qui le dis, oui. Et donc, peut-être, on va envisager de redécouper un peu les équipes pour revenir à des choses un peu raisonnables. Deuxième croyance, je peux nommer manager d'une équipe de 20 personnes, quelqu'un qui a 1 an d'expérience en management. Bon, c'est pas de bol, moi j'ai la croyance opposée. C'est que je crois que c'est une bêtise. Parce que 1 an, c'est trop peu. Voilà. Etc., etc. Voilà. Tu comprends pour moi, le coaching d'organisation, c'est d'abord un mode de raisonnement. Après, les techniques de coaching, intervenir à plusieurs, coacher le dirigeant, faire du coaching d'équipe, tout ça, c'est de la tambouille méthodologique. Mais qui s'acquiert dans des formations raisonnablement satisfaisantes sur tous ces sujets. Bon. Le vrai sujet, toujours de mon point de vue, c'est qu'est-ce qui fait que le client tourne en rond. Et donc, au fond, que ça, on l'utilise pour un coaching individuel, un coaching d'équipe ou de l'organisation, c'est pareil. La taille n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de se dire, le client n'y arrive pas. La croyance du consultant, c'est le client n'y arrive pas parce qu'il n'a pas d'expertise ou il lui manque des bras. Je vais lui fournir de l'expertise ou je vais lui fournir des bras ou les deux. Le postulat du coach est différent. C'est le client sait, mais il n'y arrive pas parce qu'il formule mal son problème. C'est-à-dire, il regarde pas au bon endroit. Ouais. Du coup, j'ai l'impression, alors, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, que du coup, la notion de coaching d'organisation, la question est fausse, mais se réduit, entre guillemets, la quintessence, ce serait le diagnostic et de savoir, entre guillemets, où est le problème. Et à la limite, je rajouterais aussi, comme tu disais tout à l'heure, quelle stratégie mettre en place pour accompagner le client dans ce cheminement-là, quoi. Et moi, je m'inspire beaucoup encore une fois, de la thérapie brève et par exemple, ou de la thérapie familiale. Hein. Tu citais Moni El-Kaïm. Moi, ça a été un de mes auteurs de chevet pendant longtemps. J'utilise beaucoup les processus de thérapie familiale, qui est par exemple de réunir. Et j'ai énormément été marqué par un livre qui s'appelle La compétence des familles de Guy Osloos. C'est un livre de thérapie familiale. C'est le meilleur livre de coaching d'équipe que j'ai lu. Ok. Qui n'est pas un livre de coaching d'équipe, qui est un livre sur les processus de groupe. Qu'est-ce que dit, entre autres, Guy Osloos? Il dit, moi, mon boulot, c'est pas de savoir qui a raison.
entre papa, maman, les enfants, parce que chacun a de bonnes raisons de penser ce qu'il pense et chacun a de bonnes raisons de faire des reproches. Très bien. Mon boulot à moi, c'est de créer un cadre qui va faire que la parole va être remise en circulation. Et donc Ah, c'est intéressant ça. chacun va pouvoir s'entendre. Et là-dessus, moi, j'ai une vision des organisations comme un organisme vivant. Bon, ça fonctionne comment un organisme vivant? En fait, tu sais pas tellement où est le centre de commandement dans un organisme vivant. Le pied, il a autant de pouvoir que le cerveau, que le petit doigt, que l'oreille, que le ventre. Bon, et tu t'en rends bien compte quand un de ces endroits dysfonctionne. Dysfonctionne. Tu pensais que le cerveau était aux commandes? Pas du tout. En fait, t'as un mal de chien parce que t'as un lumbago, t'as je sais pas quoi, etc. Donc, ce qui fonctionne bien, c'est que tout cet ensemble-là communique en permanence, avec avec un degré d'alignement suffisant pour que quand même on aille tous au même endroit. Ouais. D'accord? Donc, mon travail d'accompagnant, ça va être de créer ce processus-là, que la parole soit remise en circulation, que on s'entende au sens le strict du terme. J'entends ce que tu dis. Voilà, avec tes mots, avec ta sensibilité. Je ne cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort. C'est j'entends ce que tu dis. Et une fois que ça, on l'a entendu, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, peut-être qu'on s'aperçoit que il faut peut-être regarder nos clés ailleurs, peut-être qu'il faut faire les choses différemment, peut-être qu'il faut aller plus lentement, peut-être qu'il faut aller plus vite. Et c'est là que le client retouche à ses ressources et à sa puissance. Permettre l'expression. Tu lui as apporté, c'est même pas c'est le processus qui lui a apporté une nouvelle intelligibilité de son problème. Situation. Ouais. Là où il pensait, je dis n'importe quoi, que si son couple marche pas, c'est parce que madame ceci, ou madame, si son couple marche pas, c'est parce que monsieur cela, ou les parents pensent que les enfants sont ceci, les enfants... En fait, ça, c'est ce que... Si un consultant arrivait, il dirait, madame, il faut que vous fassiez ceci. C'est-à-dire qu'il apporterait de l'expertise. Ouais. Il dirait, monsieur, il faut que vous fassiez cela. Ou les enfants, bon. Le thérapeute, non. D'abord, il n'en sait rien. Il peut bien sûr avoir son idée, mais ce qui lui importe, c'est pas tellement d'avoir une idée, c'est que le système trouve son idée. Parce que s'il est aussi persuadé d'avoir raison que les membres de la famille, on n'ira pas très loin. Exactement. Parce que de l'homéostasie risque de se déclencher. Donc, donc, tu vois, tout ce que je dis là, c'est de la méthodologie de coach et de thérapeute. Ouais. Mais ça s'applique à des sujets d'entreprise et d'organisation. Ouais. Ça me parle, ce côté transposable. Et je rebondis justement ce que tu viens de dire par rapport au sujet d'organisation où c'est transposable. Est-ce que tu vois dans ton expérience des différences en termes du niveau de complexité? Est-ce que, entre guillemets, ce que tu présentes comme ce modèle que moi je mets dans mes mots, je mets de diagnostic, est-ce que il y a différentes façons de faire un diagnostic, de comprendre où est le problème? Est-ce que ces façons de comprendre où est le problème diffèrent selon le nombre de protagonistes dans l'organisation? Non. Merci d'avoir répondu à ma question. Non, parce qu'encore une fois, je regarde pas ce que regarde le client. Je regarde pourquoi le client n'y arrive pas. C'est ça mon sujet. Donc c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est un métier un peu bizarre qu'on fait. C'est un métier un peu de schizophrène. Il faut être à deux endroits à la fois. Il faut être à l'endroit du client pour être en alliance. C'est ça. Avec lui ou elle et que le client nous fasse confiance. Et en même temps, il faut surtout pas être avec lui parce que si on est avec lui, on va au même endroit. Exactement. Donc il faut un peu se dissocier. C'est-à-dire, voilà. Pour ça, c'est un métier un peu de fou, quoi. Mais qu'est-ce qu'on rigole? Donc après, qu'il soit, tu vois, l'association pour laquelle je travaille, ils sont 15. L'entreprise, je travaille pour une entreprise, ils sont 250. Et puis, je travaille pour des organisations qui sont 10 000. Même posture, même outil. Ok, donc oui, ça n'a pas d'impact. Moi, ça m'a bien comme réponse. Mais voilà, après,
d'autres coachs pourraient te dire autre chose. Et il y a, de mon point de vue, la représentation majoritaire du coaching d'organisation, c'est que c'est de la super conduite du changement. Et de mon point de vue, ça s'apparente plus à de la facilitation. Et tout ça est juste, hein, je critique pas encore une fois. Mais le postulat est de dire, si ça coince chez mon client, c'est qu'il a malmené le facteur humain. Donc, on va bien s'occuper du facteur humain avec de la facilitation, de la communication, des ateliers, etc., etc. Et donc, ça va bien se passer. Ok. C'est pas faux. Mais si on résout le mauvais problème, qu'est-ce qui se passe? Ça va rien changer. Donc, c'est pour ça que, contrairement à une grande majorité de coachs, ce qui se fait dans la profession, non seulement je ne m'interdis pas, mais je m'autorise grandement à rentrer sur le sujet du problème à traiter. Quand tu dis rentrer sur cette thématique-là, c'est par rapport à ton client, c'est ça? J'ai un client qui me dit, Arnaud, j'ai un problème je ne sais pas, j'ai un problème de supply chain. Ouais. Est-ce que tu pourrais m'aider? Donc, bien sûr, je peux t'aider. La croyance que le client a à ce moment-là, c'est que je connais quelque chose à la supply chain. Ok. Autant dire que j'y connais strictement rien. En fait, ça m'est égal. La supply chain, c'est le spectacle que le client est en train de regarder. Ça, ok. Jusqu'à là, je suis. Moi, je regarde, le client regarde dans son spectacle. Et ce que je vais essayer de comprendre dans le premier entretien, c'est qu'est-ce qui fait que le client pense que c'est un problème de supply chain. En partant du principe que cette croyance est cela même qui l'empêche de résoudre son problème. Ouais, je comprends. Je comprends. J'essaie de transposer, de voir les parallèles avec ce que je fais de mon côté. Parce que moi, en général, quand on m'amène un problème, je vais avoir tendance à chercher est-ce que c'est vraiment le problème ou est-ce que c'est pas dû ailleurs, à quelque chose d'autre. Donc, du coup, je vais aller explorer d'autres voies pour voir est-ce que c'est vraiment ça le problème ou est-ce que c'est ailleurs. Donc, ça me parle en ce sens. Moi, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est du coup, si ton client te dit ça, c'est le problème, toi, tu vas chercher en quoi c'est pas forcément un problème. C'est de pas me laisser embarquer. Ouais, dans son histoire. Dans son histoire, parce qu'évidemment, il va chercher. C'est tout le paradoxe et toute l'ambiguïté de ce métier. On a des clients qui nous appellent, qui nous disent aidez-moi à changer. Ça, c'est la demande officielle. Mais profondément, la vraie demande, c'est aidez-moi à ne pas changer. Parce que j'ai pas du tout envie de changer. Bon. Ça, c'est du ceinture blanche de coaching. Il faut rentrer dans ce jeu-là. Bien sûr, on va vous aider et bien sûr que vous avez un problème de supply chain. D'accord? Donc, on va rentrer. Et puis, on s'aperçoit à la fin que, de nouveau, le problème de supply chain est la conséquence d'un certain nombre de choses. C'est la métaphore de l'iceberg. L'iceberg, tu vois ce qu'il y a au-dessus. Tu vois pas ce qu'il y a dessous. Sauf que tu sais que c'est ce qu'il y a en dessous qui est problématique. Mais ça ne se voit pas. Et souvent, les gens, pour X raisons, il y a des choses, soit c'est des angles morts, c'est-à-dire que vraiment ils voient pas, soit ils sont dans une forme de déni involontaire. Et on a tous nos formes de déni, c'est-à-dire des trucs qu'on n'a pas vraiment envie de voir, parce qu'on n'a pas envie de se remettre en cause. Tu sais, c'est un peu l'équivalent de le matin, moi de temps en temps j'aime la radio, et puis au bout de 5 minutes je l'éteins. Pourquoi? Parce que ça me saoule, en fait, d'entendre la misère du monde. Donc, je sais que je ne veux pas savoir. Ok, je vois. Parce que savoir me mettrait dans une humeur que j'ai pas envie dans laquelle j'ai pas envie d'être. Donc, je coupe volontairement l'information. Donc, ça n'est pas du déni complet. Et en même temps, je ne sais pas. Donc, c'est une espèce d'entre-deux un peu ambigu. Et je pense qu'on a beaucoup dans nos missions, on a beaucoup de ces situations, une espèce d'entre-deux, qui est le client veut savoir sans savoir, tout en sachant, mais en sachant pas. Bienvenue au club. La complexité de l'être humain. Et
Une question qui m'est venue en tête là, c'est tout à l'heure tu parlais du fait que les personnes pouvaient euh, changer très rapidement. Dans ton expérience en termes de durée d'accompagnement des coachings d'organisation, c'est quoi le plus court que tu aies fait et le plus long que tu aies fait? Alors, c'est très variable parce qu'encore une fois, ça va dépendre. Encore une fois, pour moi, il y a deux étapes. Il y a la première étape de se remettre sur les bons rails, Ouais. entre guillemets, du bon problème à traiter. Hein, tu sais, ce que disait Einstein, je sais pas si c'est lui qui l'a dit, de toute façon, Un Einstein, il a tout problème dit. bien Donc, posé est à moitié c'est, résolu. ouais, et puis il avait une phrase qui était, si j'avais 1 heure pour traiter un problème, je passerais 55 minutes à définir la question et 5 minutes à trouver la solution. Bon, Ouais, c'est je un veux peu dire. mon mode d'intervention. C'est-à-dire que je crois et je pense que c'est ça qui aujourd'hui empêche les organisations d'adresser correctement leur sujet parce Mm. qu'elles veulent aller trop vite à la solution. Je Ouais. leur dis mais la solution, d'accord, mais la solution de quoi? Et c'est le de quoi qui souvent est mal posé, Mm. tu vois. C'est de nouveau notre plombier. Mettez un coup de marteau sur ma chaudière. Ok, mais où? Vous savez où? Ah ben non, j'en sais rien. Eh ben c'est ça qui va prendre du temps. C'est-à-dire que on peut quand moi je dis parfois à mes clients, choisissez bien vos intervenants. Pourquoi? Parce que quand vous faites appel à un intervenant, vous faites pas un appel à un intervenant pour un séminaire. Vous achetez 30 ans d'expérience. Mm. 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 C'est ça que vous achetez. C'est pas 2 jours. C'est que vous achetez 2 jours à quelqu'un qui sait où il va falloir donner le coup de marteau. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on traite la cause racine et pas le symptôme. Bah, c'est mieux. C'est là que on a des chances euh, De faire en sorte que le de, problème ne se de faire reproduise en plus, sorte, quoi. oui, de tuer les problèmes. Ouais. Alors Ouais. ça c'est la théorie. Après dans la pratique, parfois le client il veut pas, il fait pas, il retombe dans ses impasses. Oui, il y a tout ça. Je crois pas qu'on résolve définitivement nos problèmes. Je crois qu'on apprend à vivre avec, on apprend à réduire l'inconfort avec lequel on vit avec. C'est comme un peu nos névroses. Mm. On peut On faire 10 ans s'accommode. on s'accommode de nos blessures, de nos insuffisances. On les voit un peu plus vite qu'avant, Ouais. mais je suis pas complètement sûr qu'on les guérisse entièrement, quoi. Et pareil, je raisonne beaucoup par rebond, mais tout à l'heure, tu parlais d'accompagner le dirigeant, et là, il me vient en t'écoutant une question, c'est est-ce que c'est possible, question elle est néophyte, enfin un peu fausse en soi, mais est-ce que c'est possible d'accompagner une organisation si le dirigeant n'est pas moteur de cette transformation? Hum, je sais pas bien répondre à cette question. Au départ, il est moteur puisqu'a priori le client c'est celui, tu vois, ben, la situation que je traite en ce moment, le client m'a appelé, mais je sens qu'il est au milieu du chemin. En fait, il m'a appelé parce que il a une pression interne forte de son codir Ouais. pour changer quelque chose. Mais je sens qu'il y a de l'ambiguïté. Ok. Donc il le fait parce qu'il est mis sous pression. Est-ce qu'il va être client des recommandations? Je ne sais pas. Hmm. Et j'allais dire, c'est pas mon souci. Moi, je dis toujours à mes clients, vous savez, si vous voulez pas changer, il y a zéro problème. C'est vous qui souffrez, c'est pas moi. C'est vous Ah, qui c'est pas faux. subissez, c'est vous qui Hmm. subissez les conséquences de vos façons de faire. Donc moi, je suis Hmm. pas. Si vous me demandez si on peut faire autrement et comment il faudrait faire autrement, moi, je peux vous le dire. Si maintenant vous me dites, j'ai pas envie de faire autrement, c'est tout à fait C'est ok pour moi. différent. Ouais. Ouais. Vous restez moi je dis toujours à mes clients, vous restez maître du jeu. Je, et c'est ok si vous trouvez que mes recos, elles sont juste bonnes à mettre à la poubelle. Pas de Hmm. souci. De toute façon, c'est vous qui assumez les conséquences de tout. Ouais, ouais.
Je vois complètement. De même en thérapie individuelle où vous n'avez pas envie de changer de croyance sur les hommes, sur les femmes, c'est pas un souci. Je veux dire, c'est vous qui souffrez encore une fois. Tu vois, je veux dire. Ouais, mais complètement. Tu prêches un convaincu. La question que je me posais, c'était est-ce que c'était entre guillemets, est-ce que tu pouvais être mandaté ou tu as déjà été mandaté, par exemple, par un codir, sans une application forte du dirigeant. Parce que si j'explicite un peu ce qu'il y a dans ma tête, c'est je me dis, soit le dirigeant, il veut changer, mais si le dirigeant veut pas changer, c'est le codir qui pousse, on n'intervient pas, etc. Alors je suis un peu dans mon questionnement, il est un peu manichéen, c'est-à-dire c'est oui, fermé, c'est oui ou c'est non. Je pense qu'il y a autre chose selon les cas de figure, mais j'ai du mal à le voir. Donc je sais pas si dans ton expérience tu as, ou même si tu as un point de vue là-dessus. Bah, on a tous les cas de figure et ma vraie croyance là-dessus, c'est que je pense que c'est un métier de l'ambiguïté. Il y a un truc qui est assez présent dans l'univers des coachs, c'est quand il y a de l'ambiguïté, on va la clarifier. Je n'y crois pas. Je crois que c'est un métier de l'ambiguïté et donc on avance avec. Faut vivre avec cette ambiguïté et qu'on aura toujours des ambivalences, on aura toujours du oui ou du non, on aura toujours du j'ai envie, j'ai pas envie, on aura toujours de l'écart entre ce que je vous dis et ce que je fais. Et que c'est pour ça que c'est un métier d'ailleurs intéressant et stimulant, parce que moi j'avais écrit un papier il y a quelques temps déjà qui s'appelait l'ambiguïté de la demande claire. Une demande claire n'est pas une demande claire. C'est pas parce que le client formule clairement ce qu'il veut que c'est ça clair. Qui est bon pour lui, quoi. Non. De même que c'est pas parce que le client ne sait pas ce qu'il veut que c'est ambigu. Non. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. C'est plus compliqué que ça. Je veux dire, il faut arrêter. Je pense qu'il faut faire ce métier que si on accepte une dose incompressible de complexité de la nature humaine. Surtout ça me parle bien. En groupe et surtout en collectif. La nature humaine est déjà compliquée, mais alors quand tu la mets ensemble, tu crées des interactions et ces interactions créent encore plus de complexité. Il faut accepter de scoltiner ça. Naviguer avec. Et qu'on n'est jamais dans du blanc et du noir, de mon point de vue, il me semble qu'on est dans toute une palette de gris et qu'on essaye tant bien que mal d'essayer. Je crois que c'est peine perdue et qu'il faut accepter. Une chose que je dis en formation, si je dis si vous voulez un métier simple, faites pas coach, faites autre chose. Vous pouvez faire 10 000 métiers beaucoup plus simples. Ça, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Et ne venez pas en formation pour que Maître Tonley vous dise, vous donne des modes opératoires pour toutes les situations. Non. Non, certainement pas. Donc il va falloir que vous acceptiez qu'il y ait des dilemmes, c'est-à-dire des choix, des situations où il y a des choix qu'entre des mauvaises solutions. Vous avez le choix de faire ce que le client vous demande, c'est une mauvaise solution parce que vous pensez qu'il va dans une impasse. Et vous avez le choix de ne pas faire ce que le client vous demande, c'est aussi une mauvaise solution parce que vous sortez du cadre. Ne comptez pas sur moi pour vous dire quelle est la solution de ce dilemme. Super, donc c'est très intéressant. Je n'en sais rien. Il y a une dose incompressible de complexité. J'ai écrit un papier il n'y a pas longtemps sur les deux éthiques de Max Weber, l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction. Ça peut être des outils qui nous servent, mais le choix final vous reviendra. Mais j'aime bien ce que tu dis dans la notion d'acceptation justement des dilemmes, d'acceptation parce que moi je dirais ça, je l'appelle comme ça, de la non-résolution immédiate du dilemme. Et le dernier point que tu évoques, à savoir la responsabilisation au final, si on est la référence externe du bon ou du mauvais choix et la référence interne de quelle responsabilité je prends dans ce que je vais faire. Ok, super. Je vois le temps qui en a un petit peu dépassé, donc je vais pas forcément te prendre plus de temps. Mais Arnaud, est-ce que éventuellement il y aurait un conseil, une astuce que tu aimerais partager à des coachs d'organisation qui se lancent, qui débutent dans
dans cette belle approche de la complexité humaine et organisationnelle? C'est surtout ne renoncez pas parce que les besoins sont juste colossaux. Ne renoncez pas parce qu'en tant que coach, très prosaïquement, ça peut vous fournir des missions plus importantes et donc vous permettre de vivre de votre art. C'est pas inintéressant quand même parce que le coaching individuel, il n'y a pas encore grand monde qui a trouvé l'équation économique de la chose. Et puis ne renoncez pas parce que les besoins d'accompagnement qui soient des alternatives au consulting, ils sont énormes et que je suis sûr que tous les clients avec lesquels travaillent les coachs, ils ont des cailloux dans la chaussure, ils ont des sujets de transformation à mener. Et qu'en vous dotant des bons outils, des bonnes méthodes, vous allez pouvoir y arriver, quoi. Donc, bienvenue au club pour ceux qui démarrent. Et puis, c'est un métier qui est formidable. Voilà, je pense que pas du tout renoncer. Il faut. Cardon disait, choisissez bien vos croyances, vos résultats en dépendent. Je crois profondément à ça. Si je devais le paraphraser, je dirais choisissez bien vos méthodes, vos résultats en dépendent. Donc tous les cadres de référence ne se valent pas, tous les outils ne se valent pas. Réfléchissez bien à ce à quoi vous vous formez, ce à quoi vous décidez d'acquérir des compétences, parce que votre puissance personnelle va en dépendre. Voilà. Super, merci beaucoup. Et je rajoute une petite question. Est-ce que il y a un ou plusieurs de tes livres que tu conseillerais pour continuer de creuser cette notion du coaching d'organisation? Bon, alors, question délicate parce que c'est toujours difficile de faire son autopromo. Écoute, il y a un petit livre que j'ai écrit qui s'appelle Réussir vos transformations, qui est un petit livre qui vaut 10 ou 12 euros, qui est une sorte d'initiation un peu au coaching, à la transformation menée avec la posture du coach. Dans mon dernier livre qui s'appelle Le Bref de coach, il y a plusieurs articles qui concernent le coaching d'organisation. Et puis, je suis en train d'écrire un manuel, mais c'est bon, donc il sera pour 2025 ou 2026. Ok. Sur cette thématique-là, à proprement parler. Oui, qui sera un manuel de coaching d'organisation. Ok, super. Mais il est pas écrit. Mais c'est pas grave. En espérant qu'il vienne. J'y travaille. Pas assez, mais j'y travaille. Bon, c'est super. Merci beaucoup Arnaud en tout cas Je t'en prie. pour ce précieux partage.